Un jour, j'ai été terrassée par une force qui m'a abattue. J'étais complètement terrassée, à plat, et puis j'avais l'impression de peser 30 000 tonnes, et je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais plus du tout me lever de mon lit. Mais par contre, il se passait plein de choses dans ma tête, dans mon corps. Il y avait une force qui me terrassait, quoi. J'étais terrassée, j'étais à bas, par terre. Voilà. Donc j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était physique, qui était très physique, mais je savais bien que ça n'était pas que physique. Mais je me suis dit, pour qu'il y ait une telle force physique qui me fasse peser 30 000 tonnes, quand même, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut absolument que... C'était un peu lève-toi et marche, hein. Lève-toi, va trouver... je croyais déjà à la psychanalyse, donc je suis partie voir un psychanalyste. Mais le premier psychanalyste que j'ai trouvé, il était horrible, hein. Donc pour me lever, ça a été très difficile. Je me suis levée, j'ai réussi à me lever, j'ai réussi à me maquiller, j'ai réussi à y aller. Et puis je suis tombée sur un psychanalyste horrible qui incarnait tout ce que je déteste. J'y suis allé. D'abord, l'idée, c'était de me dire, il faut que je fasse le deuil de mon père. Bon, je crois que ça a été ça. Et donc, j'ai pris les pages jaunes, j'ai appelé, je voulais une femme. Pour moi, c'était une évidence. Et puis un premier rendez-vous, et puis voilà. Et je pense que toute cette première analyse ou thérapie très poussée, pour cette première tranche qui a duré 2 ans, 3 ans avec des coupures, j'ai payé pour voir, comme au poker. Je crois que j'ai été voir des gens quand j'étais petite plusieurs fois, mais ça c'était des tentatives de la part de mes parents liées à mon histoire avec mon frère, hein, qui est handicapé ou anormal ou autiste ou je sais pas très bien, et qui était en tout cas. Et ensuite, la vraie décision, c'est une décision que j'ai prise en toute jeune adulte, parce que donc j'ai pu n'entreprendre qu'une analyse qu'en décidant moi. Donc je crois que j'avais 19 ans et demi. J'avais 19 ans et demi et j'étais partie de chez moi depuis un certain temps déjà, et ça allait. Je sais même pas si j'avais le sentiment que ça n'allait pas, ou si... Je sais pas ce qui a présidé vraiment à ça, mais en tout cas, c'était nécessaire, qu'il y avait un... C'est difficile d'identifier un mal-être rétrospectivement, en fait, de se dire est-ce que j'allais vraiment mal, mais c'était indispensable. Je crois qu'il y avait un problème de respiration, de saturation, d'étouffement et ma première analyse a été c'était un décollement de mon frère. Alors ensuite, j'en ai essayé un autre. Bon, l'autre était trop séduisant. Bon, alors il était tellement séduisant que j'arrêtais pas de lui raconter tout ce que j'avais fait au niveau de la séduction. Donc j'ai senti que ça ne marchait pas. Et puis lui, quand je l'ai vu, c'était celui qui me donnait ce que j'attendais.
il incarnait l'équilibre, le calme, le don. Et oui, le don, il me donnait quelque chose, voilà, il me donnait quelque chose. Et je sentais qu'il allait me donner cette force que un homme âgé, distant, calme, et je sais pas, c'était sans doute la personne dont j'avais besoin. J'arrive là-bas, je sonne à l'interphone, je dis toujours la même chose, mademoiselle plus mon nom de famille, il me dit toujours oui. Et je monte les 6 étages dans l'ascenseur et j'arrive, j'ouvre la porte toute seule, j'entre dans la salle d'attente et j'attends toujours. Je passe jamais tout de suite. J'attends des fois un quart d'heure, des fois une demi-heure, des fois 1 heure. Le temps encore de faire un peu monter l'angoisse, ce qui n'est pas toujours très agréable. Et puis à un moment donné, le psy entre dans la salle d'attente, me regarde pour me signifier que c'est à mon tour et puis je rentre dans la pièce. Dans la pièce, je m'assois puisque je ne suis pas encore ou pas, je serai peut-être jamais allongée, donc je suis assise et il est à ma droite. Il n'est pas en face de moi, il est à ma droite, assis également. Il me regarde et invariablement me dit oui. Et je commence à parler de ce qui vient ou de ce dont j'ai quand même un peu réfléchi avant. Ça dépend des fois. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, 1 heure et pas plus, je voudrais la vivre. Des symptômes qui sont pas normaux à ma vie commune, à ma vie que je vivais avant. Dans un lit d'amour. Horrible, que des symptômes. D'un seul coup, je m'arrêtais en hypnose devant une nana. Dans la rue, je la regardais comme ça, et je m'apercevais que j'étais comme ça, et j'essayais d'être normal, et de être une nana ou ouais, souvent les enfants. C'était très souvent les enfants, moi. Les grandes personnes, j'étais un peu normal avec les grandes personnes, un peu comme d'habitude, quoi. J'essayais de faire envie de vomir tout le temps. Vomir, que je vomissais, je pissais dans mon froc. Moi, c'est comme ça, d'un seul coup, une crise, je tombais dans les pommes, des crises d'hystérie totale. Je tremblais. On dit que l'hystérie n'existe pas chez l'homme, voilà, on peut dire qu'elle existait vraiment, parce que pour moi, c'était vraiment des crises hystériques, des grands fous. Et j'habitais dans un endroit où il y avait encore Pierre Alien qui habitait là, oui, qui m'a dit tu devrais sûrement faire un travail analytique. J'ai dit tu m'emmerdes avec tes conneries d'analyse, c'est pour les bourgeois. J'avais une idée assez bizarre sur la psychanalyse, quoi, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens aller en psychanalyse, des enfants de riches, des enfants de pas la classe ouvrière, c'était pas ouvert pour la classe ouvrière, j'ai eu l'impression. Et d'ailleurs, ça l'est, je crois toujours pas. Le tabou de l'argent, qui est vrai d'ailleurs, que je pourrais en reparler là, que si on paye pas, il n'y a pas de psychanalyse. Faut toujours payer, quelque part, faut payer. Mais les psys, je crois qu'ils prennent aussi, j'en suis persuadé, qu'ils prennent l'argent, ils vous imposent pas une somme, si vous n'avez pas un rond, vous êtes RMiste, ils ne vont pas vous prendre 300 balles, ça c'est pas vrai, c'est une fausse image de la psychanalyse. Ils vous prendront une somme que vous pouvez payer plus tard, si vous avez de l'argent, vous payez, mais il faut payer, ça c'est... Et ça, j'en suis sûr et persuadé, ça, qu'il faut payer, parce que si j'avais pas payé, moi je me souviens que j'allais très mal. Je travaillais plus, puisque je pouvais plus travailler. J'allais très mal, je pouvais plus. C'est pas vrai, c'était faux, en plus, parce que je pouvais quand même. Et il m'a augmenté mes séances quand j'ai dit que je travaillais plus. Exprès pour que j'aille travailler.
été travailler, et en travaillant, ça allait mieux. Bah, en fait, dans la démarche que j'ai faite au début de commencer une analyse, c'était quand même aussi l'acceptation de j'ai des problèmes, je peux être dans la plainte, je peux être quelque part une victime. Donc avoir des feuilles de maladie, quelque part, c'était bien. C'était je suis malade, j'ai des problèmes. Et un jour, en fait, j'ai oublié la feuille de maladie en partant. Et la semaine d'après, il m'a dit bah, tenez, vous l'aviez oublié, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas malade. Et j'ai fondu en larmes. Alors il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? J'avais dit des choses qui a priori pouvaient beaucoup plus susciter les larmes que ça avant, et là je me mettais à pleurer pour ça. Il me dit mais pourquoi vous pleurez? Enfin, et j'ai pas trop réussi à dire. Enfin, je disais un peu j'ai l'impression que vous m'abandonnez, que vous me refusez quelque part. Il me dit mais pas du tout. Enfin, il y a d'autres manières de se rencontrer et de se parler que une relation de psychiatre à malade. Il y a aussi, il a pas dit d'analyste à analysant, mais c'est un peu ça qu'il voulait dire. J'étais complètement paumé. Quand ce mal-être devenait trop important, ça me mettait en danger d'un point de vue, je dirais, social. C'est-à-dire dans les relations avec les gens, dans mes relations avec, dans ma vie professionnelle, quoi. C'est-à-dire que je me souviens, dans ces années-là, j'étais instit, j'ai fait quelques années d'instit. Et dans ces années-là, c'est vrai que je gambergeais tellement qu'il m'arrivait parfois de ne pas aller travailler, de ne rien dire. Et là, je sentais bien que j'étais en danger. Et si tu veux, il y avait une espèce de, comment dire, de signal qui s'allumait, tu vois, de ce côté-là, qui faisait que, là, je me disais, il y a du risque, quoi. Et au bout de ça, bah, tout simplement, s'est posé le problème très clair et très simple de la sexualité. C'est-à-dire qui faisait, comme pour tout le monde, qui faisait symptôme dans mon histoire, quoi. Qu'est-ce que je fais du fait que j'ai en plus plutôt envie d'hommes que de femmes, et comment je me dépatouille avec ça, quoi. Et en gros, ça a été le règlement autour de ça. Comment j'assume ça? Comment je peux, qu'est-ce qui peut m'aider à assumer cette affaire-là, cette histoire-là? Je pense que ça a été ancré tellement tôt pour moi. J'ai mis très longtemps à comprendre que j'étais à ma naissance arrivée dans un univers, dans une vie où il y avait quelque chose, un paramètre extrêmement violent, qui est avoir ce frère qui n'était pas normal et avec qui j'ai été à l'école maternelle et où les autres enfants, et où je suis devenue son gardien et son garde du corps et sa grande sœur, et alors que j'étais plus petite. Et je me suis confrontée au regard, au fait d'être dévisagée, à la différence, à des choses d'une violence incroyable. Je crois que j'ai été très vite allongée. Et puis là, je me suis mis à pleurer. Et alors, il y a une espèce de rivière qui s'est ouverte. Et j'ai pas le souvenir d'avoir pleuré petite parce que c'était pas c'était pas possible, quoi. Déjà, c'était pas, je pouvais pas. C'était même, je crois que je me pensais même pas, quoi. S'il y avait à se confronter à une réalité, puis par ailleurs il y avait mon monde intérieur où au contraire où il y avait du plaisir, et alors j'ai pleuré, et à tel point que c'était un tel flot que je crois que c'était compliqué pour mon analyste, qu'elle s'est demandé si j'étais pas très déprimée. Je devais être très déprimée, mais comment faire la part entre une très grosse dépression puis un très grand besoin de pleurer et de pleurer sur une histoire qui avait quelque chose de très triste. Il m'a demandé juste une fois pourquoi vous allongez pas. J'ai dit parce que j'ai pas envie, c'est tout.
Ça me fout les glandes. C'est tout, c'était ça. J'avais pas envie. Il me semblait que ça se passait mieux. Puis peut-être comme ça, je ne sais pas, moi. Mais il y a plein de gens qui se sont allongés, hein. Énormément. Moi, je pouvais pas, j'aurais pas pu, je tenais pas en place. Allongé au bout de 2 minutes, j'aurais explosé. Il fallait que je bouge. J'étais assis sur une chaise, et puis je me relevais, je parlais, puis il parlait comme ça, j'ai dit, mais alors non, pareil, j'en ai marre de ce truc-là, oui. Et puis, ouais, et puis des trucs comme ça. J'avais beaucoup d'agressivité, ouais. Surtout quand j'ai abordé l'Algérie. Et l'être humain, et je pouvais plus supporter tout ce qui était... D'ailleurs, je peux toujours pas. Tout ce qui porte un uniforme, pour moi, c'est soit je tombe dans les pommes, ou je suis très agressif. Ou je fais un vertige, un truc comme ça, je peux pas. J'ai pas réglé ça. Et je crois que je le réglerai pas. Et heureusement, je le règle pas. Ça m'aide. Cette guerre d'Algérie, la pourriture enfermée qui a moisi là-dedans, et comment je m'en suis sorti avec ça, c'est que j'arrivais pas au début de la première année au psy, la deuxième année, c'était beaucoup de mal à en parler. J'aurais voulu en parler, mais ça sortait pas. Il y avait pas de... C'était encore comme si que c'était... J'en jouissais encore de le garder. Parce que si je l'avais dit d'un trou de... C'est ça le travail aussi qui était génial, c'est que je l'avais dit d'un seul coup, j'aurais pu me suicider, parce que j'aurais tombé dans une culpabilité très forte. Donc le travail s'est fait par petits... lentement, quoi, comme ça. J'ai raté des séances parce que je ne voulais pas y aller. J'ai raté des séances donc volontairement. Consciemment, j'ai raté des séances inconsciemment. Il y a parfois une volonté de rater des choses, et parce que c'est douloureux d'y aller, parce qu'on veut pas, parce que on veut pas aborder les sujets, ou parce qu'on se sent trop mal, et puis on remet en question pourquoi j'irai là, et parce qu'on domine pas, parce que c'est finalement comprendre qu'on se laisse aller, et qu'il y a des fois où on veut plus se laisser aller. Et puis il y a eu beaucoup de rêves de vagues, c'est-à-dire je rêvais que les vagues, il y avait des vagues, des murs de vagues, des vagues monumentales, des colonnes de vagues qui arrivaient sur moi, qui allaient m'envahir, et c'était toutes les nuits. Donc des colonnes de vagues, et même des fois il y avait des colonnes de vagues de chaque côté. C'est-à-dire que j'avais juste une bande de sable, et les colonnes de vagues étaient de chaque côté, et elles allaient m'arriver dessus, donc je hurlais et je me réveillais en hurlant. Donc 5-6 fois de suite comme ça commence à fatiguer. Et puis aussi vers la fin, alors il y a eu les vagues, et puis il y a beaucoup de cadavres, beaucoup de cadavres. De cadavres au fil de l'eau, de cadavres la gueule ouverte, la gueule ouverte, une vraie gueule ouverte de mort, des cadavres dans l'eau, des cadavres qui flottent, des cadavres que je recherche, beaucoup de cadavres. Dans des zones, ça se passait souvent dans des zones, des no man's land, des endroits inhumains, des franges, des zones, des endroits délaissés, abandonnés, désaffectés, des endroits pas humain, ou à la frange de l'humain. Voilà. Et puis le pire vers la fin, ça a été quand l'inanimé devenait animé, c'est-à-dire que il y avait des objets inanimés qui prenaient vie. Et là, ça a été vraiment, là je lui ai dit, je n'en peux plus, j'en ai marre. Alors c'est là qu'il m'a dit, ce ne sont que des rêves. Il avait l'air de dire que c'était un matériau abondant et que c'était pas grave. Et ça m'a vexée parce qu'une fois, il m'a fait sentir que ces rêves qui étaient très angoissants, qui étaient horribles, il m'a fait sentir qu'il fallait pas que j'en reste là-dedans. Il fallait que je me décroche et que j'en fasse pas presque un style, hein, je veux dire, presque une fierté.
Enfin, disons que la chose, elle doit nous hanter, mais la chose, elle arrive grâce ou... Et si. Les cauchemars où je rêvais de la chose, c'était la psychanalyse qui me travaillait et qui me la faisait arriver. Et enfin, j'aime pas trop en parler parce que maintenant je suis dans la nature et que... Et il a peut-être fallu donc, comme on dit, je sais pas moi, crever l'abcès, ouvrir la boîte pour que cette chose apparaisse et qu'elle apparaisse de façon répétitive. Hein. Et puis après, c'est ce qui me reste parce que je vous dis, je m'en souviens plus. Enfin, on aurait cru qu'en même temps que cette force terrassante, je ne sais pas si on peut appeler ça une force de mort, mais terrassait, il y avait la force de vie qui était là en même temps. C'est-à-dire que j'étais assez incandescente, brûlante, impossible, difficile. Il y avait tout. En fait, c'était une bataille. C'était une bataille entre les deux. Il y avait une bataille, il y avait un combat entre les deux. Il y avait un combat où les deux étaient là, c'est-à-dire il y avait une force de vie, une autre force que j'ose pas appeler force de mort, j'en sais rien, mais une autre force, et ça se bagarrait. Jusqu'au moment des premières séances que j'ai eues, finalement, j'ai jamais âge dire toutes ces choses horribles. Donc j'ai entre guillemets, un passé avec 25, 26 ou je sais même plus quel âge j'ai commencé, 27 ans de choses non dites. Alors, donc finalement, il faut trouver des moyens pour pouvoir les dire ou les oublier. Donc ce que j'ai pu trouver comme moyen, je pense, c'était le refoulement, l'oubli, l'occultation, et d'éviter d'avoir le plus d'émotions à l'abord des autres. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas poser de questions, par exemple, aux autres, parce que si je pose une question à quelqu'un, si je pose une question à un ami, une amie, à ma mère, c'est que j'implique une réponse. Et cette réponse, je n'ai peut-être pas envie de l'entendre. J'ai peut-être pas envie de recevoir l'émotion d'une réponse. Une balade sur la plage avec simplement Nathalie, c'était pour moi un effroi, une souffrance, parce que se balader sur la plage à deux, sur une plage, il n'y a rien, je peux même pas regarder quelque chose, on est à deux, bras dessus, il va falloir que je parle, il va falloir que j'écoute, il va falloir que je me concentre sur une conversation. Et quand Nathalie pouvait me proposer ça, je fuis, quoi. On arrive à dire quelque chose, à accoucher d'une idée, d'une pensée, de quelque chose qui est dur, et on n'a rien en retour. On paye en plus. C'est horrible, enfin, c'est super dur. On va quelque part, on y va, ça prend du temps, on attend, on passe, on dit des trucs pas marrants, en plus on paye, et puis on rentre chez soi, on met son mouchoir par-dessus. Enfin, il n'y a pas... Quand on dit quelque chose de difficile à une amie ou un ami, on va avoir, mais c'est pas grave, mais non, mais tu es quand même ceci ou tu es quand même cela, mais moi je t'aime, et moi je pense à toi, moi je te comprends, mais lui il comprend pas, il s'en fiche, enfin il s'en fiche, c'est pas du tout son travail d'être réconfortant. Et c'est là où on passe un pas entre dire à un ami j'ai vécu telle chose ou je pense telle chose, c'est très dur pour moi, et le dire à un psy qui va rien dire en retour, qui va dire bon, on se voit à tel moment. C'est horrible, c'est horrible. Alors j'étais en analyse et puis mon père qui ne m'avait jamais rien donné de matériel, on va dire. Mon père me donne sa voiture, une voiture
bon état, en parfait état, qu'il avait entretenu, etc. Bon. Et donc je prends sa voiture, elle devient ma voiture, et puis un beau jour, je pars sur une route de plage avec mon ami du moment, et puis j'ai un accident qui est totalement inexplicable, qui est tout d'un coup je tourne le volant comme il faut pas, et je fais plusieurs tonneaux, et voilà, et je casse sa voiture, mais je la casse bien, quoi. Et bon. Enfin, là encore, t'as une preuve qu'il y a quand même des choses qui se passent que tu maîtrises pas complètement, quoi, que tu peux pas maîtriser. On a d'abord été en face à face, et après, il y a eu donc cette invitation à passer sur le divan, et quelques séances avant de repartir sur le divan, moi je me suis dit, mais où est-ce que je vais mettre mes pieds, quoi? Les chaussures, on sait qu'on marche partout, qu'elles peuvent être sales et tout ça, et je voyais ce divan avec un coussin au niveau des pieds. Je me suis dit, mais je vais lui dégueulasser son divan, et ça m'a embêté. J'en ai parlé en séance. Et puis mon analyste, en même temps que de s'occuper d'analyseurs adultes, il s'occupait d'enfants. Et ça, c'était très important pour moi aussi. Parce que je trouvais ça très rassurant. Je trouvais ça très rassurant Enfin, ça me paraît normal qu'un analyste qui travaille sur l'inconscient, qui essaie de travailler sur toutes les blessures qu'on a eues dans la petite enfance, qui essaie de les remettre à jour, de mettre du symbolique sur tout ça. Ça me paraissait important qu'il s'occupe aussi d'enfants. C'était pour moi un truc bon. Alors moi j'étais rassuré de voir des feutres, de voir de la pâte à modeler, de voir tout un tas de trucs comme ça quand j'arrivais avant de m'allonger. Ça me rassurait. Ça fait 1 an que je suis avec cet analyste. Donc là, on rentre vraiment dans des choses qui peuvent être difficiles, qui peuvent être dures, et qui me renvoient énormément de mots, d'images, de violence. Il y a des séances où je vais arriver le cœur en fête, et sans me douter que je vais aller dans des pleurs, dans des mots, dans des souvenirs qui vont me renvoyer une telle force d'image que j'en suis touché émotionnellement. Voilà. Et il m'a fallu payer le prix en temps, en argent, en patience, pour arriver à ces choses-là que j'exprime et qui sont encore en latence, mais que je sens arriver et que j'essaye franchement de refouler et puis d'attendre. J'attends encore pour tout, pour tout dire. C'est un truc impensable, l'analyse. Enfin, quand on dit à des gens qui sont pas, qui n'ont jamais éventuellement parlé de ça, qu'on dit qu'il peut se tisser un lien amoureux entre un type qui vous écoute
et vous qui êtes, qui vous laissez, qui vous abandonnez sur un divan, c'est surréaliste cette affaire-là, c'est incroyable. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. C'est comment dans cette expérience amoureuse-là, on arrive à saisir ce qui fait souffrir, quoi, ce qui a fait souffrir. Qu'est-ce que je lui ai apporté? Alors, on peut refaire comme si que j'étais assis sur ma chaise et je regardais Godin dans les yeux, et puis je disais tiens, j'ai vu l'arabe en bas, pardon, il me faisait. Parce que c'était l'arabe, quoi. Il n'a pas voulu mes pièces de monnaie pour... J'ai payé le café, il m'a touché les pièces de monnaie, j'avais que des pièces de 20 centimes. Ah, vous voulez le payer en pièces de 20 centimes? J'ai dit oui, j'avais que ça comme monnaie, parce que... Voilà, des trucs comme ça, des petits trucs comme ça, tout bêtes. Ma femme, elle veut plus de moi. Ah bon, votre femme veut plus de vous? Même pas, il me répondait même pas. Ça, c'est moi qui le dis, parce qu'il me répondait même pas. J'ai eu 2 ans sur la guerre d'Algérie. Je vais pas en parler. C'est ce qui a été le plus long. On a abrégé ça quand même, parce que c'était pas de là vraiment que ça venait. Enfin, c'était un peu tout ça, quoi. Sur mes fantasmes sexuels, à cette époque, il y en avait beaucoup. Sur des choses... Sur la mort de mes frères. Je crois que ça m'a beaucoup atteint, ça. Sur la mort de mes frères, j'ai parlé pour... Moi, même si elle était marrante, enfin, c'était pas marrant, je demandais des questions, souvent. Je posais des questions, quoi. Je disais pourquoi. Et lui, il essayait de pas... Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi, fallait parler, quoi. Ou pas parler. Vous avez des obsessions, des images, des choses récurrentes. Vous avez comment dire, votre langage à ces pôles, à ces constellations, ces réseaux, et vous partez de ça. Par exemple, une couleur ou un son ou un nom peut éveiller toute une constellation de mots. Et sinon, je pense que elle vient de très très loin, oui. Elle vient de très loin, la parole. De toute façon, la preuve que ça vient de très loin, c'est que dans les premières séances que je parlais, quand je parlais, il y avait un autre signe, c'est que mon nez faisait un petit bruit, un gémissement continu. Donc, il faisait un gémissement continu de bébé, et j'étais gênée, je disais en riant, comment que ça se fait que mon nez fait un petit gémissement comme ça? D'abord, je m'entendais pas, et donc la parole réveillait quelque chose de profond que je ne maîtrisais pas. Moi, ça me gênait peut-être plus que lui, mais je veux dire, moi, je parlais, mais ça couvrait ce que je disais, donc je veux dire, mais c'est un petit gémissement d'enfant, un tout petit gémissement, mais je me disais, bon, ben là, il gémit, c'est peut-être je sais pas si c'était un petit bébé en moi qui gémissait, je ne sais pas. Et il a dit oui, quoi, ce petit nez. On a un peu ri quand même, c'était mignon, c'était tendre. C'est comme un petit bébé qui vagit, je sais pas, c'était un petit peu... Il me semblait que c'était quelque chose d'un petit bébé qui gémissait. Je me souviens plus trop ce qu'il a dit pour ça. Mais je lui ai dit, là, vous voyez, hein, il y a clairement quelque chose qui se réveille. Hein. Je dis, j'en ai marre de ce petit nez, qu'est-ce qu'il a là à pleurer? On ne peut pas oublier son corps, mais même si on se défend intellectuellement, le corps parle quand même, de toute façon.
Et c'est vrai que c'est un peu ça que je dois aussi faire, mais là, j'en suis tellement loin que j'ai même du mal à en parler, parce que ça, pour le moment, ça n'a pas du tout avancé. Enfin, à part que que ça me semble clair que oui, j'ai dit je suis mon propre bourreau, voilà. Enfin, pas être en paix avec son corps, pas aimer faire plaisir à son corps, être un peu en conflit, en guerre. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être deux. Enfin, j'ai l'impression que j'ai un esprit et un corps et que je suis en guerre avec mon corps. Et que tant que la paix sera pas signée, je serai pas apaisée. Je pense que j'ai parlé d'une chose dont je parle souvent et que cette fois, j'ai pas dit la même chose que d'habitude. J'ai été plus loin. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'était passé. Et c'était par rapport à ma féminité, etc. Et je pense que le fait de s'allonger, justement, n'était pas anodin. Enfin, je sais pas comment lui, il l'a décidé, mais je sais qu'on était debout, il a ouvert la porte, il m'a regardé, il a dit la prochaine fois, si vous voulez, vous pourrez vous allonger. Et à un moment où ça n'allait pas, au niveau de l'acceptation de mon corps ou quelque chose comme ça, je sais que j'ai dit en séance, je comprends pas, la nourriture est un problème pour moi, j'arrête pas d'y réfléchir, et puis ça change rien. Et le psy m'a dit, c'est parce qu'il faudrait peut-être pas y réfléchir. Alors là, je suis restée bloquée pendant 10 secondes, je dis mais qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi faudrait pas que j'y réfléchisse? Quand même pas en train de me faire un refus de réflexion? Bah si, évidemment, parce qu'il fallait pas y réfléchir, il fallait en parler. Et en fait, c'est ça, il faut en parler. Et là, c'était un pas, c'était accepter l'analyse, que tout doit passer par le prisme de cette parole. Ça sert à rien d'y réfléchir quelque part, enfin, parce que ça tourne en rond, et voilà, la nourriture, ça avance pas. Et il faut en parler. Et maintenant, je sais que dès qu'il dit le mot parler, c'est important. À chaque fois qu'il me dit, ah, ça, vous n'en avez pas souvent parlé, ou ah, vous m'en avez jamais parlé de ça. Parler, voilà, cette chose-là doit venir ici, dans l'analyse. Cette chose-là, vous n'en avez jamais parlé, ça, il faut que ça vienne. En fait, il faut que tout vienne dans l'analyse, il faut que tout passe, c'est comme un filtre, un tamis. Toute l'existence doit passer par ce tamis de la parole. Et c'est ça que j'ai peut-être du mal à accepter. C'est que moi, comme je crois beaucoup en la raison ou en ma puissance raisonnable ou rationnelle, je me dis, bon, ça, c'est bon, je vais trouver la solution toute seule avec mes petits neurones. Bah non. Il faut que ça passe par la parole, par ce moment où je me jette à l'eau, où je parle de la chose, où je sais pas ce que ça va donner. Quand ça a résisté, quand il y avait des choses qui ne voulaient pas se dire, qui ne pouvaient pas se dire, la meilleure traduction, c'est évidemment le silence, quoi. Et ça, j'en garde un souvenir quand même très douloureux, quoi. Parce que quand on reste 30 minutes, qu'on se couche sur le divan et puis que voilà, qu'on se tortille, qu'on se tortille parce que ça, c'est douloureux et on se lève avec une espèce de poids, d'anéantissement terrible, quoi. On a l'impression qu'on est une pauvre chose qui arrive pas à faire accéder les choses au niveau de la parole. Et ça, c'est douloureux, quoi. C'est douloureux. Et l'analyste derrière dont le seul mot finalement c'est de dire bon, et voilà, c'est fini. Et là on se dit on s'en veut parce qu'on se dit j'ai gaspillé quelque chose, quoi. Bon, alors ça fait de la matière évidemment pour la séance d'après en se disant et pourquoi j'ai pas parlé, et pourquoi ci et pourquoi ça, mais il y a des moments où dire les choses c'est et c'est là qu'on se rend compte que de l'importance du verbe. J'attendais beaucoup de réponses de sa part, j'en avais pas. Et après, au bout de 3 ans, j'ai eu
J'ai pas eu des réponses de sa part, mais ça m'a donné des réponses. Là, je dirais plutôt, ça s'est retourné, c'est son silence à lui, pas le mien. C'est son silence à lui, quand je parlais, et son espèce de silence qui était encore plus silencieux que le silence. Ah. Qui était plus silencieux que le silence, c'était... Je le sentais absent, moi. Je le sentais absent à ce que je disais. Et c'était assez important. Aujourd'hui, j'en parle comme ça, pas à cette époque. Aujourd'hui, j'en parle que c'était absent qu'il fasse bien. Je crois qu'il a bien fait son boulot parce qu'il faisait une fausse absence, quoi. Il faisait presque des voix. Mais il dormait pas. Aujourd'hui, je le sais. Avant, j'ai dit, putain, je paye pour quelqu'un qui dort. Ça me posait drôle. La séance, c'est un espace hors du temps ordinaire, c'est-à-dire hors d'un temps qui est balisé. C'est un autre temps qui s'écoule à l'intérieur de la séance. Et votre parole prend toute la place. Et puis vous ne trichez pas avec la parole. Vous avez l'impression que vous avez rendez-vous. Là, j'avais l'impression que j'avais rendez-vous avec moi, comme à certains moments importants de la vie où on a rendez-vous avec soi. On sait qu'on va pas tricher et qu'on joue un peu un va-tout. Je sais pas comment vous dire. Où on joue le va-tout de sa vie. Et les mots ont ici une valeur dans la séance qui n'ont nulle part ailleurs. La parole m'a surpris surtout un jour où j'ai fait un lapsus. J'ai dit au psychanalyste, je suis partagée entre la psychanalyse et la mystique. Enfin, je voulais dire, je suis partagée entre la psychanalyse et la mystique. Et j'ai dit, c'est-à-dire c'est pas moi qui ai dit, au moment où j'ai voulu dire la psychanalyse et mystique, j'ai dit, je suis partagée entre la psychanalyse et là, et à ce moment-là, il y a quelque chose, ça a parlé, il y a une voix en moi qui a dit, j'ai été étonnée moi-même de ce qui est sorti de ma voix, j'ai dit très fort, et la somme, j'ai fait comme ça, d'un ton très fort, j'ai dit la somme, et jamais j'aurais pensé dire ce mot-là, jamais. Parce il m'a tout de suite dit, après le lapsus, donc vite, il a dit quelque chose comme vite, alors qu'est-ce que c'est pour vous la somme? Mais là, moi j'étais désarçonnée parce que c'était comme si c'était pas moi qui avais parlé. Alors, moi j'ai dit la somme, bon, j'ai fait comme une petite écolière. Je dis la somme, c'est d'abord une compilation d'un ensemble, la somme théologique. Puis après je dis la somme, c'est aussi le fric, hein, c'est la dette, c'est tout ce qu'on paye. Et je crois que c'était plutôt ça. C'était ça, c'était la piste de la dette. J'avais qu'une hâte, c'est l'autre mercredi. Et ma vie, c'était l'autre mercredi. Puis après, c'était le lundi. Le mercredi, le vendredi, c'était que c'était que ça. C'était comme une drogue, mais c'était une drogue pour aller mieux. C'était pas une drogue de médicaments, rien, il n'y avait rien. C'est une drogue de parole. Tous les rêves après qui se sont développés dans ma tête. Des choses étonnantes, quoi. On pourrait en parler, c'est assez marrant d'ailleurs. Ça fait tellement souffrir, mais c'est assez marrant, quoi. C'est bizarre comment on est construit, hein. On est fabriqué d'une manière étonnante. Que personne ne pourrait croire, on va dire aux gens des trucs tout bêtes. « Oh, t'as dit ça, ça veut rien dire. » Mon cul, tiens. La chose la plus banale qui soit, qu'on a dit, qui a une importance terrible dans l'inconscient. Pour que les gens, c'est pas pour rien qu'on parle. Le verbe, il est pas là pour rien.
Allez bébé. Allez Rosalie, allez dans le bain, puis toi aussi tu vas y aller dans le bain, d'accord? Allez. Hop. Allez, on lève les bras. On lève les bras. Hop, allez. Allez dans le bain. Au bain, monsieur. Je fais un rêve, et c'était un rêve assez étonnant d'ailleurs, comme tous les rêves d'ailleurs, mais celui-ci, j'étais là, bien dans le rêve, là, en haut d'une colline, bien en haut, au haut, perché comme toujours sur les toits. Moi, c'est pas pour rien, je suis couvreur, je suis au-dessus de tout le monde. Voilà, ma vie, c'était un peu ça. Et à ma droite, il y avait un copain, à ma gauche, un autre copain que je peux pas définir vraiment. Et puis je regarde dans le rêve et c'était très beau, très doux, très comme dans un liquide. On était très bien dans ce rêve. Alors c'était bon ce rêve parce que j'essayais de replonger. Je souffrais tellement à cette époque que quand je retombais dans ce rêve, mais j'y retombais pas, hein, mais à peu près je l'abordais. Et dans le fond, je vois des femmes en train de planter du riz dans des rizières. Voilà, baissé. Puis j'étais là, puis je parle, tu vois, regarde-les planter du riz. Tout ça, puis le rêve s'en va. Je repars avec mes deux apôtres, je dirais ça comme ça. C'était l'enfant roi. Et ma mère s'appelle Valérie. Le bien-être que je ressentais jouissif dans ce rêve où j'étais dans une espèce d'osmose avec, je l'ai raconté au psy. J'ai rien compris dans les trucs. Je dis c'est pas possible que ce soit ça, quoi. Que je mange pas de riz parce que ça. Le riz, Valérie, c'est manger ma mère. Je peux pas dire. Je suis pas là pour analyser. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais que 15 jours après, je pouvais manger du riz. Ça me faisait plus de. J'aimais le riz. Et j'avais plus ces fantasmes de voir les femmes âgées, par exemple, d'avoir envie de les trucider que j'avais avant. Hein, pas de les trucider, mais soit de les tuer ou de me jeter sur elles et de les embrasser pendant mes crises, pas avant, ou alors c'était bien caché. Et c'est ce qui m'a fait aussi comprendre, enfin, pas ce rêve-là, mais tout ce qui s'ensuit avec tous les autres rêves. Je peux pas raconter tous mes rêves, c'était tout un tas de rêves, mais pour dire les significations. La vallée, pour dire c'est un rébut le rêve, quoi. Le rébut, il y a une vallée. Dans le fond de la vallée, on plantait du riz, Valérie, ça marche avec, voilà, c'est clair, tu vois, c'est lacanien peut-être, et le verbe accroché à l'inconscient, tac, voilà, il est là, bien, on l'a dit, il a analysé, le psy m'en a parlé, 2 trucs, ça a compris, fait du riz, j'en mange du riz, c'est très bon le riz, merci la psychanalyse. Bon, mais ça n'a pas fait que ça, j'ai pas tant souffert parce que je pouvais pas manger de riz, c'est que ça a commencé à démêler plein de choses, et quand ça démarre, ce truc, ça en finit plus. Vous voyez ça? Dans la première analyse, je me souviens plus de choses physiques, d'une traversée physique, d'une naissance. Vraiment, je crois quelque chose comme vraiment une naissance. Maintenant, je crois avec cette histoire de pleurs, de respiration, comme un auto-accouchement. Donc quelque chose de très physique. Alors que dans le deuxième travail que j'ai fait, je pense que il y avait quelque chose de beaucoup plus mental et dans les mots, au contraire, hein, une espèce d'élaboration dans les mots qui était formidable. Mon angoisse par rapport à ma propre histoire, c'est que les femmes avaient toujours eu à choisir entre la maternité et le travail artistique. Et voilà, donc il y avait de toute façon quelque chose à créer à ce niveau-là, à comprendre comment on pouvait avoir
la latéralité de tout ça. Donc j'ai aussi réussi à comprendre que dans mon corps, il pouvait y avoir différents espaces qui coexistaient, qui ne s'annulaient pas les uns les autres. On n'entreprend pas un travail analytique uniquement parce qu'il y a une souffrance. Je veux dire, la question et la quête intellectuelle, ou je sais pas si on peut dire intellectuelle, ou de la pensée, c'est de la pensée. Donc on peut avoir à un moment de sa vie besoin d'être dans comme ça, une poche de pensée où on remue un certain nombre de choses parce qu'on pressent qu'il faut en élaborer, qu'il y a une élaboration qui est vachement importante. Et pour moi, c'était vital. Il y a quelque chose de jubilatoire dans ce que peut apporter l'analyse comme liberté de penser et comme liberté par... C'est ça l'analyse, je crois. C'est pas se connaître mieux soi-même, c'est la liberté qu'on trouve par rapport à des paramètres et à des choses qui nous ont marqués, construits, etc. Je crois que c'est vraiment ça. Disons que ce personnage qu'est l'analyste et que je dotais d'une hyperpuissance au début de l'analyse, à la fin de l'analyse, je le voyais comme un homme. Comme un homme avec qui je pouvais éventuellement m'entretenir. Mais à partir du moment où ça s'est installé, je veux dire, la relation analysant-analyste, elle était... comment dire, elles étaient dissoutes un peu. Hein, et c'est aussi ça qui procure l'ennui, évidemment, tu vois. Mais vers la fin de la psychanalyse, il y avait des petits signes de vie, des petites choses très réconfortantes. Par exemple, je rêvais de fleurs. Alors là, c'était un signe de renaissance. Hein. Je rêvais de fleurs blanches. Ou alors je rêvais que je gagnais un concours de poésie. Bon, ça c'était des petits signes de reprise, ou peut-être que toutes ces forces de mort, ou je ne sais pas, c'est pas des forces de mort, mais ces pulsions de mort ou ces images angoissantes ont disparu, ont complètement disparu, complètement. Je ne rêve plus du tout ni de fauves, ni de cadavres, ni de... Là, alors donc j'ai eu l'impression de traverser quand même, je dis traverser Calcutta, traverser un pays d'horreur, hein. Traverser l'horreur, quoi, mais une fois que c'est traversé, c'est tout, hein, c'est pas...